Dans notre mémoire, le Moyen-Âge, c'est toujours la violence, la misère et l'obscurantisme. Une époque sans pitié. À table, ce seraient des disettes à perpétuité pour les gueux, un peu de pain s'il y en a, et des festins sans fin pour quelques princes et gentes dames. Mais évidemment, tout n'est pas si noir. En Europe, le Moyen-Âge a appris la médecine, l'algèbre et aussi la cuisine. Entre l'an 1000 et le XVe siècle, nos aïeux sont devenus des consommateurs éclairés. Ils ont inventé les régimes dissociés, les goûts du terroir et même les livres de cuisine. Et ce savoir, ils nous l'ont transmis. Alphen sur le Rhin, en Hollande. Le temps semble s'être arrêté au XIVe siècle. Ces passants pourtant sont bien du nôtre. Mais ce sont des amateurs de reconstitution historique. Et ils ont le souci de l'exactitude. François Villon, en quête de son dîner, ne détonnerait pas dans ce musée vivant. Viandes en brochets, brouets et gros brochets aux pauvres, qui n'ont de quoi, comme moi, Dieu, patience, pour la pitance. Comme tout poète, il serait le bienvenu dans cette auberge. On lui aurait immédiatement offert un verre d'Hippocrate. C'est la boisson la plus populaire de l'époque. Un vin rouge, adouci la plupart du temps avec du miel, et dans lequel on a rajouté de la cannelle et du gingembre. Les historiens estiment que dès le XIIIe siècle, la consommation de vin atteint 2 à 3 litres par jour et par personne. Mais il est toujours jeune et ne titre pas plus de 5 à 6 degrés. Les grands crus sont encore rares. Les vins les plus appréciés viennent d'Auxerre ou de la région de Bordeaux. On préfère les pinots au gamay, mais l'important quand on choisit son vin, au Moyen-Âge, c'est de savoir comment il est pressé. Comme on peut le voir sur cette tapisserie du Musée national du Moyen-Âge, effectivement, il y a 2 manières assez distinctes, en fait, de produire le vin. Il y a le fait de simplement le fouler au pied, ça produit un vin qui est considéré comme le meilleur, le vin de Mergoutte. Et puis il y a le fait de le presser, qui produit, alors là, un vin sans doute de moindre qualité, parce que la rafle est restée à l'intérieur, un vin qui est plus teinté, un vin plus épais et plus foncé, pour des classes inférieures de la société. Donc vous voyez, rien que dans la production du vin, déjà, il y a une différence. Avec ou sans Mergoutte, Villon, lui, aurait fait rire la compagnie en disant que la danse vient de la panse. Et il aurait attendri l'aubergiste en lui contant la ballade des dames du temps jadis. Et il aurait gagné sa pitance, en l'occurrence, une bonne écuelle de soupe. Pour faire une bonne soupe, il faut tout d'abord du pain. C'est l'affaire des boulangères. Elles sont plutôt courtisées et ce sont de bonnes commères qui ont su inventer ces dictons dont nous nous servons toujours. Gagner son pain, long comme un jour sans pain. Ôter le pain de la bouche. Les pâtes sont fabriquées à base de mélange de céréales. Le froment donne des pains les plus clairs, destinés aux nobles. Le peuple se contente de seigle ou d'avoine. Mais toutes ces céréales portent un seul nom, le blé. En toute saison, ce bout de pain plus ou moins dur est déposé en premier au fond de l'écuelle. C'est ce pain qu'on appelle la soupe. Ensuite, on verse le potage qui sera ainsi plus épais et plus nourrissant. On passe à table vers 17 h. On mange tôt au Moyen-Âge pour profiter du jour. Pour les gueux, il n'est pas question de faire la fine bouche devant ce plat unique
éternellement réchauffé qui leur a déjà fait leur déjeuner du matin. Seule, la couleur change en fonction des saisons. En automne et en hiver, brune, faite de pois ou de fèves. Blanche au printemps, puisqu'on y met des oignons, des orties, et d'un beau vert en été, parce qu'elle est riche en légumes. En soupe ou pour accompagner tout autre plat, le pain est l'aliment indispensable de la table médiévale, particulièrement quand il s'agit de déguster un bon morceau de viande. Parce que le pain devient alors un tranchoir. Coupé en deux, il devient assiette. En général, elle finit en miettes, mais cela ne gêne personne. L'important, c'est de pouvoir se régaler de quelques cailles, si le calendrier le permet. Que l'on soit chez les riches ou chez les pauvres, les périodes de jours maigres, imposées par la toute-puissante Église catholique, sont en effet très strictement observées. Ces jours maigres, où l'on ne peut pas manger de viande, représentent environ un tiers des jours de l'année. On arrive à un nombre de jours vraiment énorme, 140, 150, voire 160 jours par an. Mais il n'y a pas de règle générale, parce qu'au Moyen-Âge, les églises suivent aussi des obligations locales. Mais grosso modo, on peut dire qu'au moins un tiers des jours de l'année sont des jours de carême ou d'abstinence. Nos diététiciens nous imposeraient bien la même chose. En dissociant graisses et glucides, nos aïeux pratiquaient un des régimes les plus sains qui soient. En prime, pour gagner leur salut en gardant leur santé, ils marchaient. Tous les ans, et c'est énorme pour le XIIIe ou le XIVe siècle, 500 000 pèlerins prenaient les routes de Saint-Jacques de Compostelle. On les appelait les jacquaires. Pour les jacquaires franchissant le col de Roncevaux, comme pour tous les chrétiens, l'alternance entre jours gras et abstinence était vécue comme une évidence. Je pense que l'esprit et la mentalité pendant le Moyen-Âge, pour ce qui concerne ces alternances alimentaires, sont très simples. Par exemple, pendant le carême, dans certaines villes médiévales, la corporation des bécailles, c'est-à-dire des bouchers, arrête de vendre de la viande et se met à vendre du poisson. Je dirais que la société médiévale n'a pas vécu cette bataille entre carême et carnage d'une façon particulièrement traumatisante. Du pain, du fromage et surtout des amandes. L'appétit de ces marcheurs ne semble pas être troublé par le souvenir de Roland et de ses chevaliers massacrés ici par les Sarrasins en l'an 778. Partis souvent depuis des mois, ils ont besoin de ressources caloriques adaptées. Les amandes sont pour les petits de véritables bonbons énergétiques. Il n'y a pas encore de beurre, mais du saindoux ou de la graisse. Douceur auquel il faudra renoncer les vendredis, avant Pâques, ou au gré des interdits religieux. Pour passer outre, l'Église distribue avec parcimonie des dispenses aux femmes enceintes, aux enfants parfois,
aux malades et aussi à ses propres serviteurs. On admettait que les moines, lorsqu'ils étaient malades, passent à ce qu'on appelle l'infirmerie générale, où on leur servait de la viande à manger. Donc la viande faisait partie en quelque sorte de la thérapie. Et ce qu'on constate donc à la fin du Moyen-Âge, c'est que, au fond, tout le monde, tous les moines, passent à l'infirmerie générale à tour de rôle, c'est le cas dans l'ordre bénédictin, pour pouvoir manger de la viande. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'était la valeur, en quelque sorte, alimentaire de référence, vous voyez, puisque même dans le milieu où théoriquement elle n'était pas du tout autorisée, sauf aux malades, ben, on finissait par en manger régulièrement. Ainsi donc, les moines trichaient un peu. Sans doute était-ce plus difficile pour eux, parce qu'ils avaient en général un solide appétit. Le régime alimentaire approchait 4 à 5 000 calories par jour, soit le double du minimum vital, et largement plus que ce dont se contentait le commun des mortels. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, les monastères et les couvents sont de véritables fermes où la production dépasse de loin les besoins. Les laïcs, à commencer par les pèlerins, profitent de cette abondance, ce qui renforce évidemment le prestige des moines. L'ordinaire et les productions des monastères sont très variées. Légumes, fruits, bière au nord, vin au sud, et bien sûr fromage. Aujourd'hui, il y a toujours des pèlerins à Roncevaux et toujours des fromages qui les attendent. Mais ce ne sont plus les moines qui s'occupent directement de la production. C'est leur fromager, Nicolas Caminet. Ce qui ne dérange absolument pas l'héritier spirituel des lieux. Il s'agit de pouvoir offrir à toutes les personnes passant dans le monastère un produit purement traditionnel de cette région. Ils ne doivent pas repartir seulement avec des bons souvenirs du monastère, mais aussi avec des produits fabriqués ici. Donc ce fromage sert également à faire notre renommée et notre publicité. Nicolas est très exigeant. Nourriture écologique, pas d'antibiotiques. Tout est fait pour que ces brebis donnent un lait aux saveurs médiévales. En revanche, la fabrication passe par des méthodes un peu moins rudes. Ce qui a changé avec le temps, c'est le caillage. Avant, chacun faisait le caillage dans son coin. Je me rappelle quand j'étais petit, on tuait un agneau, on prenait son estomac, puis on le faisait sécher. Une fois séché et préparé, on faisait cailler le lait avec. Maintenant, les méthodes de caillage sont automatisées et beaucoup plus saines. Après 5 mois de cave, ces fromages totalement bio sont livrés en partie à l'abbaye, au titre du fermage, et par ailleurs sont distribués dans la région de Pampelune. Au fil des siècles, ils ont conservé la même saveur et la même fonction, permettre de manger juste. Contrairement aux idées reçues, nos aïeux avaient un souci permanent d'équilibre. Ripailler, festoyer, oui, mais jamais dans l'excès. On mourait jeune à l'époque, vers 40 ans en moyenne pour les hommes. Pour espérer aller jusque-là ou au-delà, hygiène de vie et diététique faisaient bien mieux que cierge à l'église. L'idée est très répandue que l'alimentation, c'est un moyen non seulement d'assurer la conservation de la santé, donc elle a une vertu en quelque sorte préventive, celle d'éviter les maladies, c'est aussi quelque chose que nous pensons aujourd'hui, bien sûr, mais qu'elle a aussi une vertu curative, c'est-à-dire qu'une alimentation appropriée peut permettre de combattre telle ou telle maladie. Ça, c'est quand même quelque chose
assez fort, hein, qui donne à l'alimentation une importance dans l'arsenal médical qu'elle n'a peut-être plus tout à fait aujourd'hui. De fait, au Moyen-Âge, tout aliment est aussi un médicament. Les herbes, les épices, les légumes, les viandes sont considérés avec autant de sérieux que nos traitements pharmaceutiques contemporains. Selon une théorie héritée de la médecine grecque de l'Antiquité, reprise par les médecins arabes, toutes les maladies sont dues à un déséquilibre des humeurs du corps qu'il est possible de corriger en utilisant à bon escient des aliments ayant comme nature essentielle le chaud, le froid, le sec ou l'humide. Les fiévreux, ceux qui avaient des fièvres, dans ces siècles-là, dans les régions méditerranéennes, il y avait beaucoup de malaria. Donc la fièvre était quelque chose d'assez courant, d'assez répandu. On prétendait la combattre avec, par exemple, un régime de salade, parce que les salades étaient très froides. Alors les salades, en règle générale, strictement impossible. Hein, beaucoup trop froid, dangereux pour la santé, trop long à digérer. Mais si on est malade de fièvre, oui, là c'est possible. Ces préceptes médicaux développés par toutes les facultés d'Europe se traduisent dans la culture populaire par de jolies rimes à l'usage de tous, comme « lait sur vin est venin, vin sur lait est souhait » ou « après le fruit cru, le vin pur est bienvenu » et encore « veau mal cuit et poulet cru font les cimetières bossus ». La recherche de l'équilibre alimentaire dans le monde médiéval ne se limite pas seulement à des règles diététiques. Pour se bien porter, on recherche aussi des produits sains et frais. En matière d'hygiène, les mesures sont déjà draconiennes. Ce marché, parfaitement reconstitué par des passionnés d'histoire médiévale, sous les murailles de la ville de Dinan, est un lieu idéal pour en juger. Prenez le poisson, par exemple. En dehors des pièces très fraîches et très chères réservées aux élites, il faut absolument que le poisson soit parfaitement conservé. Celui qui s'y prête le mieux, c'est le hareng. Bien avant les pêches industrielles, les bancs étaient tellement impressionnants en mer du Nord qu'un envoyé du roi Charles VI lui affirme qu'ils sont tant nombreux qu'on peut les tailler à l'épée. À partir du XIIIe siècle, les pêcheurs hollandais ont l'idée de préparer les harengs directement à bord. Dès leur arrivée au port, ils sont entassés dans un petit tonneau, entre des couches compactes de sel. Ce sont des harengs caqués. Ils peuvent ainsi se conserver plus d'1 an et voyager dans toute l'Europe, en assurant au passage la fortune des marchands hollandais. Mais caqué ou fumé, ce compagnon obligé des jours maigres finira par lasser. À la fin du Moyen-Âge, il sera détrôné par la morue pour quelques deniers de plus. Côté boucherie, on découpe avant qu'il ne fasse trop chaud. Jamais de bovin, réservé au lait ou au charrue, mais du porc, du chevreau, de l'agneau, toujours irréprochable de fraîcheur. Un boucher intoxiquant ses clients risque gros. La colère de la foule, le pilori, voire le gibet. Contrairement aux idées reçues, on s'imagine souvent que les gens au Moyen-Âge mangeaient de la viande avariée, qu'on ajoutait des épices pour masquer ce goût de viande avariée. On vendait la viande très fraîche. Ça, c'est une certitude. On a retrouvé tous les règlements de boucherie dans toutes les villes occidentales ou méditerranéennes. Et ces règlements sont absolument formels sur les délais de vente de la viande. Du matin. Cette viande à nos palais semblerait proprement immangeable. Trop fraîche, pas assez racise, et pour cause. La règle la plus fréquente, c'est d'abattre la bête sur le point de vente aux yeux de tous,
et de la vendre rapidement, c'est-à-dire au plus tard le lendemain. Une fois la viande réglée directement ou à tempérament par une petite marque sur la taille, qui est l'ancêtre de nos cartes de crédit, on utilise différentes techniques de conservation. Qu'on choisisse de rôtir la viande, de la frire ou de la mijoter, d'abord on la fait toujours bouillir. Et peut-être que ce bouillir, en fait, c'était comme une sorte de blanchiment, c'est-à-dire on plonge cette viande un petit peu gluante dans l'eau bouillante pour en fait la laver, la nettoyer avant de la préparer. Dès le milieu du XIIIe siècle, dans des villes de plus en plus peuplées, les citadins ne connaissent plus vraiment la provenance des produits. Mais ils deviennent aussi de vrais consommateurs, préoccupés par la qualité de ce qu'ils vont manger. L'Église, parfois, les guide un peu. Par exemple pour le pourceau, dont le Moyen-Âge est particulièrement friand. Le calendrier chrétien ordonne leur abattage exclusivement entre Toussaint et Mardi Gras. Tout simplement parce que l'absence de mouches rend à ce moment-là sa conservation plus sûre. De nos jours, pour consommer du très bon cochon, il faut partir sur les traces des cochons rustiques. En France, il n'en reste plus que 5 races, dont le porc de Bayeux. Il était déjà présent sur la monumentale tapisserie de la ville. Il a failli totalement disparaître, mais il renaît depuis quelques années, grâce à Nathalie Jumelin notamment, éleveuse de mère en fille. Elle produit actuellement 120 porcelets par an, nourris uniquement à l'orge, avec un petit secret en prime. Ah mon Dieu, c'est beau. Le porc de Bayeux a une particularité, il peut absorber des quantités de lait sans inconvénient. C'est-à-dire que ça ne lui donne pas de diarrhée. Il a, au niveau de la digestion, une acidité qui lui permet de l'ingérer correctement. Cette particularité l'a, hélas pour lui, rendu délicieux. Au Moyen-Âge, les immenses oreilles et la fameuse robe noire et blanche du vêtu de soie, comme on l'appelait, n'attendrissaient absolument personne. Au contraire, tout le monde salivait. Mais aujourd'hui, lorsque les mâles atteignent une centaine de kilos, il arrive toujours un moment que Nathalie n'aime pas beaucoup. Ils ont chacun leur papouille parce que, parce que je les aime, je crois. Voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai que je m'attache moins à des charcutiers parce que bon, leur vie n'est pas du tout la même. Hein. Une truie, je vais la garder longtemps, elle va me faire des petits, donc tandis qu'un charcutier, on connaît sa fin. Grâce à Nathalie et quelques autres éleveurs, le porc de Bayeux est revenu à la carte de grands restaurateurs, comme le Lion d'Or à Bayeux. Vous voyez, c'est une viande qui est lisse, qui ne soigne pas. Une graisse qui est blanche, pas une graisse qui a jauni, qui a une belle couleur, qui n'a pas séché. Enfin, bref, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler encore des morceaux comme ça. Sur toutes les tables d'Europe médiévale règne une autre passion, celle des épices. On en saupoudre les 3/4 des plats et leur progression coïncide avec celle de l'influence du monde arabe. Les 200 ans de croisade de l'Occident pour s'emparer de Jérusalem ont ouvert de multiples routes aux marchands vers le Moyen-Orient et jusqu'au cœur de l'Asie centrale. En passant par Constantinople, les routes des épices rejoignent celles de la soie, destination Samarcande, les Indes ou la Chine.
Pendant que deux chevaliers combattants de la vraie foi s'étripent en terre sainte, leurs commerçants s'affrontent paisiblement aux échecs. Dans la perspective de belles affaires, le marchand chrétien de Venise n'hésitait jamais à entrer sous la yourte de l'infidèle turkmène pour découvrir et négocier ses trésors. Alors, au moment des croisades, les épices qui ont surtout enthousiasmé les Occidentaux, ça a été la cannelle, la noix muscade, avec son massif autour également, qui était très important et très parfumé, le gingembre, les cardamommes, il y avait plusieurs cardamommes, les grandes et les petites cardamommes, les poivres. Là, c'est du poivre noir, mais il y avait également des poivres longs qui étaient comme ça, et des poivres ronds qui étaient des cubettes, qui étaient des petites grosses boules. Et puis il y avait évidemment le clou de girofle, les galangas, qui sont des choses qui viennent de l'Orient. Cette alimentation, c'est à la fois le plaisir de l'odeur, le plaisir du goût et le plaisir de la vue. Et c'est extrêmement important. L'apport des fastes de l'Orient ne se limite pas seulement aux épices. Canne à sucre, bananes, riz et de nombreuses techniques culinaires comme la pâte feuilletée ou les fruits confits arrivent en Europe grâce au savoir-faire arabe. La passion pour les épices atteint son apogée au moment de la guerre de 100 ans, opposant la couronne d'Angleterre à celle de France. Les épices, qui passent alors à l'époque pour de véritables produits dopants, sont préparées avec le plus grand soin par des cantinières, des chevaliers français. Mélangées à du miel, les épices donnent des forces supplémentaires en activant la circulation sanguine, dit-on. Comme au soir du 24 octobre 1415, à la veille de la bataille d'Azincourt, ces fervents admirateurs de la fine fleur de la chevalerie française n'ont pas oublié dans leur reconstitution ce détail. Ayant revêtu les tenues exactes des ducs de Bar et d'Alençon, comme eux, ils se servent à haute dose de poivre, symbole de richesse et promesse de puissance, indispensable pour bouter l'anglais hors de France. Chimère, bien sûr. Eux connaissent très bien le scénario de la bataille. Ils vont tous tomber sur les coups d'anglais qui vont rejouer, comme eux, cette terrible page de l'histoire. Nos livres d'histoire nous disent que perfidement, l'anglais en sous-nombre rompit avec les règles de la chevalerie pour faire pleuvoir ses flèches sur les chevaliers français contraints de combattre à pied. Trop lourd, ils se firent massacrer par les coutilliers d'Henri V. Les livres nous disent un peu moins que les Français se sont bassement vengés. Ils ont à leur tour massacré par surprise l'arrière-ban de l'armée d'Henri V et se sont emparés de toutes ces réserves d'épices. Qui disait que la vengeance est un plat qui se mange froid? Au Moyen-Âge, il arrivait donc que l'on meure vite et violemment. Mais on sait vivre aussi, en croisant les plaisirs de la chair et ceux de la chair. Le Moyen-Âge fortuné a ainsi adoré les étuves, une sorte de hammam très accueillant aux amoureux. On s'immerge dans l'eau chaude et la fière corporation des étuvières s'occupe des soins du corps en proposant des gourmandises et du vin. Pas n'importe quel vin du Posset,
Mélangé à du lait caillé, il a, paraît-il, d'incomparables vertus érotiques. Il arrive fort souvent que l'on ne se contente plus d'un simple partage des mets. L'époque n'est pas prude. Certaines miniatures le prouvent, avec ces couples enlacés, se laissant aller à une douce ivresse d'essence. Ces pratiques libertines se popularisent avec l'ouverture dans les villes d'étuves publiques. Mais elles tournent à la prostitution organisée et il faudra attendre la fin du XVe siècle pour que soient interdits, au moins en public, ces ébats gourmands et amoureux. Au XVe siècle, un nouveau personnage apparaît dans les grandes maisons. L'écuyer de cuisine, qui préfigure nos chefs contemporains. Il a droit à ses propres armoiries, mais son devoir est de séduire les palais de son suzerain et de ses convives. L'un de ses écuyers a laissé son nom à la postérité. C'est Guillaume Tirel, dit Taillevent. Premier écuyer de cuisine du roi Charles V, il a eu l'idée géniale pour l'époque de réunir dans un livre les meilleures recettes du XIIIe et du XIVe siècle. C'est la première fois, au fond, dans l'histoire, qu'il y a la conjonction entre un grand cuisinier et un livre de cuisine. Jusqu'à présent, c'était plutôt, notamment dans l'Antiquité, l'œuvre de gastronome, les livres de cuisine, pas l'œuvre de cuisinier. La nouveauté du Moyen-Âge, c'est que c'est l'œuvre de cuisinier. Et le premier best-seller culinaire en Europe occidentale, c'est celui de Taillevent, c'est Le Viandier, qui va être édité jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Or, il a été écrit au tout début du XIVe siècle. Donc c'est quand même une belle longévité qu'on souhaiterait à beaucoup des productions des chefs actuels. Le blason de Taillevent arborait fièrement 3 marmites sur fond Garance. Au château du Colombier, à Salles, la Source, Fabien Muller, cuisinier d'aujourd'hui mais passionné d'histoire, rêve peut-être à celui qu'il se choisirait s'il était vraiment l'écuyer Martin au service du seigneur de la Panouse en l'an de grâce 1427. Écuyer Martin d'un jour, il connaît très bien le livre de Taillevent et va officier de ce pas dans l'esprit de son maître. Son repas commence au potager. Jardiniers et cueilleuses doivent trouver la meilleure oseille pour en tirer le verjus, l'indispensable condiment acidulé présent dans la plupart des plats. Au passage, bien sûr, ces petites mains prélèveront l'ivrèche, aigre-moine ou raifort, parmi les 80 espèces communes de légumes recommandées à la culture depuis Charlemagne dans le capitulaire de Willis. L'écuyer Martin affectionne particulièrement l'acide du verjus d'oseille, qui donnera la note de saveur finale à sa spécialité, le chaudin de porc. Mais ce jus vert, indispensable dans la cuisine médiévale, comme l'était le garum dans la cuisine romaine, peut être également fabriqué à base de jus de fruits très verts, et notamment de raisins récoltés un bon mois avant les vendanges. Ce condiment immémorial tend aujourd'hui un timide retour, très précisément depuis le domaine de Siorac, dans les environs de Bergerac. Avec 20 000 bouteilles de verjus par an, les frères Landa ont en effet relancé une production tombée totalement en désuétude depuis le XVIIIe siècle. En cette mi-août, les grains sont encore verts. Les frères Landa ont su retrouver un savoir-faire ancestral. En fait, il y a un stade qui est très précis,
C'est-à-dire qu'il faut que la graine soit verte, donc pour avoir toute acidité et peu de sucre. Et en même temps, il faut qu'elle soit légèrement molle pour qu'il y ait un peu de jus. Sinon, si la graine est dure, il n'y a pas de jus, donc il n'y a plus d'intérêt pour le verjus. Après traitement, pour éviter toute fermentation, ce verjus trouve des clients dans le monde entier, même si sa saveur n'est plus exactement médiévale. On peut imaginer que les raisins à l'époque du Moyen-Âge étaient beaucoup plus acides, beaucoup plus acerbes, et peut-être permettaient de produire un verjus qui allait mieux se conserver que le verjus d'aujourd'hui. Acide ou acerbe. Avec du poisson ou de la viande, comme ici avec un simple foie gras poêlé, les vertus de ce jeune ancêtre sont idéales pour marier goût et digestion. En cuisine, au château du Colombier, c'est le coup de feu. Tout doit être prêt en même temps. L'usage des banquets est d'offrir tous les plats simultanément à la table. Il faut cuire des truites saumonées, mais sans four. En moins de 5 minutes, pourtant, le poisson enrobé de pâte est saisi et doré. Le beurre n'est pas encore à l'ordre du jour. Les sauces sont liées avec du jaune d'œuf, de la mie de pain, de la poudre de noix ou d'amande. Il faut maintenant lancer le fameux chaudin de porc de Maître Martin. Le rôtisseur a déjà fait revenir une bonne livre de saucisses dans du saindoux. Ensuite, il faut généreusement les arroser de 80 centilitres de vin. Du claret, très doux, à base de miel. C'est parti pour mijoter 20 minutes à feu doux. Le légumier, de son côté, a pilé 2 pincées de gingembre, de poivre et de safran avec de la mie de pain. Ce subtil cocktail est rajouté en fin de cuisson. Martin surveille en personne l'exact rajout de son précieux verjus, la clé de sa spécialité. Enfin, 1 minute avant de servir, il conviendra simplement de briser 2 jaunes d'œufs en remuant constamment. Ce soir, pour ce festin, l'écuyer a mis les petits plats dans les grands. Bastet de poisson, fricato de porc, brouet à la cannelle et surtout son chef-d'œuvre suzerain, ce chaudin qui embaume déjà tout le château. 7 siècles plus tard, l'héritage des grands écuyers de cuisine est toujours bien vivant. Au Grand Véfour à Paris, Guy Martin voue ainsi une admiration sans borne à Maître Chicard, l'autre grand écuyer très inventif de la fin du Moyen-Âge. Lui aussi était savoyard, mais au service du prince Amédée VIII. Maître Chicard inspire largement la carte de ce restaurant, où se précipite le tout Paris. Il propose ainsi régulièrement une roséole de porc, préparée exactement comme en 1420. Il lui faut pour cela travers de porc, cannelle, figues, pruneaux, dattes, gingembre et pignons, pour rendre hommage à l'écuyer du prince de Savoie. Dans ces recettes, l'innovation est principalement le grammage. Vous avez une recette, un bon d'économat, en termes techniques qu'on appelle, mais qui est grammé. 30 grammes de ça, 50 grammes de ça. Et puis, au-delà de ce grammage, qui est vraiment une référence pour l'époque, et qui permet à tout un chacun de pouvoir réaliser une recette à la maison, il y a cette notion divine qui intervient, du beau, pour que l'ingrédient, il soit... On prenne l'ingrédient au meilleur moment, qu'il soit mûr, qu'il soit goûteux. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau dans les livres de l'époque. Je dirais Maître Chicard m'a aidé
dans ces notions divines du beau, du bon. Ça reste une référence pour, quand on cuisine aujourd'hui, c'est en même temps donner le meilleur de soi-même. C'est donner le meilleur de soi-même, c'est d'aller au fond dans une recette. Et ça aussi, c'est important au-delà même de l'ingrédient et de cette philosophie de préparer. Guy Martin à ses fourneaux se dit souvent que Maître Chicard, du haut de son 15e siècle, avait déjà tout compris. Cette rosséole est vraiment révélatrice, moderne, parce qu'on parle d'un produit de base. On va dire aujourd'hui un produit de terroir de région, qui peut être de la poularde de Bresse. Là, c'est du porc. C'est un produit bien de chez nous, et il le fait voyager. Il amène le rêve par les épices qu'il apporte. Et en même temps, il rassure et il donne quelque chose de magnifique en joignant des feuilles d'or. Donc c'est cet ensemble de créativité, d'association qui fait que cette recette est complètement d'actualité. Cette roséole doit être digne de la cour de Savoie. Alors, Guy Martin, comme Maître Chicard, l'habille d'une parure d'or pur. On disait que l'or rendait les femmes belles, que c'était un moyen de vivre très vieux, c'était la pierre philosophale. Et c'est vraiment cette période, au Moyen-Âge, où on utilise des pierres précieuses. Donc là, c'est vraiment une recette, on est dans le jus, on est dans la recette de l'époque de 1420 du 15e.